Très bien, les amis, bon lundi à tous. Et aussi, joyeuse Pâques en retard. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Pour ma part, c'était vraiment le cas. Il est vraiment ressuscité. J'avais renoncé au gluten, donc pas de pain pendant tout le carême. J'ai aussi arrêté les sucreries. Alors hier, je me suis complètement fait plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Gâteaux, biscuits, lasagne, tout y est passé. C'était merveilleux. Et en parlant de Pâques, sed vacante, cela signifie en latin que le siège est vacant. Oui, le pape est décédé. Nous allons évidemment en parler. De plus, au cas où vous l'auriez manqué, Roseanne Barr a, après notre émission de jeudi, présenté des excuses pour avoir dit qu'elle allait me mettre une raclée. Nous allons donc en discuter. Mais d'abord, je suis totalement captivée par les dernières nouvelles dans l'affaire Ryan et Blake. Je pense que beaucoup de gens ont peut-être raté l'information parce que c'était le week-end de Pâques et que nous passions tous du temps en famille à faire des choses plus importantes. Mais au cas où vous auriez manqué ce qui s'est passé vendredi, l'affaire est maintenant résolue. Et c'est bien plus laid et plus psychotique que tout ce que nous aurions pu imaginer. En gros, elle s'est fait prendre à déposer une fausse plainte. Abus de pouvoir. Ça doit être un crime en col blanc. Commençons. Bienvenue à nouveau sur Candace. Les amis, c'est la dernière semaine complète du podcast avant que je parte en congé. C'est fou. C'est vraiment fou d'y penser. Comme je l'ai dit, ça va être tellement triste. Triste pour tout le monde, sauf pour Ryan Reynolds, Harley Pasternak, Blake Lively et Emmanuel Macron. Ils sont probablement en train de compter les jours sur un calendrier comme s'ils partaient à Disney. Peu importe, vous allez me manquer. Eux, je ne vais pas leur manquer. Par où commencer avec tout ça? Donc, je suppose qu'en ce qui concerne cette histoire de Blake, Ryan, juste au cas où, les choses sont peut-être passées du civil au criminel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et comme je l'ai dit, au cas où vous auriez raté les mises à jour ce week-end, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous parce que ça va être dingue. C'est incroyable. Ne vous inquiétez pas parce que je vais aussi tout décortiquer très lentement. Bien sûr, j'ai préparé une petite chronologie pour faciliter les choses car vous avez probablement besoin d'un rappel. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées dans cette affaire. Mais sans aucun doute, c'est la mise à jour la plus explosive depuis le début de toute cette histoire. C'est la dernière pièce du puzzle. Ça implique tout le monde. Le New York Times, les agences de relations publiques, Brian Friedman doit être en train de s'en donner à cœur joie. Et d'ailleurs, je tiens à dire que tout cela aurait pu être évité s'ils m'avaient écouté quand je leur ai dit d'abandonner les poursuites. Il suffisait d'abandonner. Quand tu sais que tu ne fais rien de bon, arrête de ne rien faire de bon le plus vite possible, surtout quand le monde entier te regarde et que des mamans détectives sont sur l'affaire. Alors, souvenez-vous, nous avons dû tout reconstituer à l'envers. Nous ne l'avons pas fait. À votre place, je ne savais pas qui était Justin Baldoni ni Colin Hoover. Je n'ai pas regardé le film. J'ai juste vu qu'une plainte complètement folle avait été déposée, une plainte CRD, ça avait l'air louche, ça sonnait bizarre. Je ne suis pas vraiment du genre à m'impliquer dans le mouvement MeToo. Et puis on a un peu dû remonter le fil, genre, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis nous avons été surpris parce que nous avons vu les données du New York Times et on aurait dit qu'il s'agissait d'une sorte de complot. Mais il y avait encore certains éléments qui n'avaient pas de sens. C'est à ce moment-là que Blake et Ryan ont commencé à comploter avec le New York Times. Nous ne comprenions pas comment exactement Stephanie Jones PR avait pu transmettre ces messages au New York Times à l'avance. Il y avait comme un élément manquant dans ce que disait Stephanie Jones, à savoir qu'elle se conformait à une assignation à comparaître. Donc, je vais doucement vous rappeler qui elle est et pourquoi. C'est en fait la pièce la plus pertinente de tout le puzzle. D'accord, donc voici le schéma des relations publiques. Ils commencent à faire ce film et Jones s'occupe des relations publiques. C'est dirigé par Stephanie Jones. C'est une femme du genre Coffee and Adderall is Life, d'accord, qui fait les relations publiques pour Wayfarer Studios. Voilà, Justin Baldoni, Steve Sarowitz. Son agence s'occupe des relations publiques pour ce film, mais elle ne gère pas personnellement cette communication. Elle a quelqu'un sous ses ordres, nommé Jennifer Abel, que vous voyez là, et c'est elle qui s'occupe de ce soi-disant petit compte. Et par petit compte, je veux dire, alors que Stephanie Jones voyage un peu partout avec Jeff Bezos et sa future épouse, Jennifer Abel s'occupe de ce petit bébé, un compte qui ne rapporte que 20 000 $ par mois à l'agence. Jennifer Abel décide qu'elle veut quitter cette agence et créer la sienne. Justin Baldoni et Steve Sarowitz disent « On te suit si tu deviens indépendante, parce que tu es la seule personne qu'on connaisse dans cette agence.
et ça nous va de rester ton petit compte. Et Stephanie Jones est là, genre, non, ça n'arrivera pas. Je suis Stephanie Jones. Je suis mariée à un gros bonnet chez WME. Personne ne quitte Stephanie. On parle vraiment d'une relation toxique avec son employeur. Peu importe la raison pour laquelle quelqu'un veut partir, ils veulent partir. Laissez-les partir. Au revoir. D'accord. On ne peut pas avoir ce genre de relation avec ses employés. Mais elle subissait beaucoup de pression et elle s'est dit, est-ce que ça veut dire qu'elle va encore me voler des clients? Je suis Jennifer Abel. Personne ne me quitte en emportant un de mes clients. Et donc, malgré le fait que Jennifer Abel ait donné un préavis de 6 semaines, comme je l'ai dit, elle devait partir en juillet. Elle a dit, « Tu sais, je ne vais pas partir avant août pour te laisser le temps. » Juste avant qu'elle ne parte, Steph Jones la convoque. Elle a un avocat. Elle a ce niveau, tu sais, de direction. Je crois que c'était la PDG qui était là. Elle a de la sécurité. Et elle dit, « Nous avons besoin de votre téléphone parce que nous devons nous conformer à une assignation. » Et nous prenons votre téléphone personnel. Jennifer Abel pleure. Elle dit, « J'ai ce numéro de téléphone depuis le lycée. Qu'est-ce que vous voulez dire? » Il y a toutes mes photos, mon Facebook, tout. Et elle répond, « Non, donne ton téléphone tout de suite. Ça va se passer comme ça, d'accord? » Elle remet son téléphone et voilà. Soudainement, ces messages textes qui se trouvaient dans le téléphone personnel de Jennifer Abel se retrouvent dans le New York Times. Je devais vous donner ce contexte parce qu'il faut se rappeler pourquoi c'est si important. Maintenant, la question à 1 million de dollars pour nous tous qui suivions cette affaire, c'était à quelle assignation Stephanie Jones obéissait-elle? Il n'y avait aucun procès. Tout cela s'est passé en août, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de procès avant décembre. À quelle assignation obéissait-elle? Eh bien, nous avons enfin notre réponse et elle est absolument choquante. Regardez ce titre. Il dit, c'est dans le Daily Mail, révélé la tactique juridique super louche de Blake Lively. C'est ça qui a déclenché la guerre avec Justine Baldoni avant même qu'ils ne s'en rendent compte, d'accord? Je vais maintenant vous expliquer comment ils ont réussi ce tour de passe-passe et c'est encore plus fou et il y a encore plus de mensonges qui s'ajoutent par-dessus. Nous avons donc créé cette nouvelle chronologie pour que vous compreniez bien. Le 10 juillet 2024, Jennifer Abel remet sa démission. Elle est censée partir le 23 août. Le 21 août, c'est à ce moment-là que Stephanie Jones confisque le téléphone de Jennifer Abel. D'accord, on va passer le 29 août, on y reviendra plus tard. Ensuite, le 27 septembre, une fausse plainte est déposée. Maintenant, de quelle fausse plainte parlons-nous? Je veux avancer un peu et vous montrer cela parce que ce qui s'est passé, et je vais vous le dire, c'est mon interprétation de la situation maintenant, c'est qu'ils ont pris son téléphone. Ils allaient l'air de le remettre au New York Times et puis quelqu'un dans le groupe, peut-être que c'est Ryan Reynolds, je pense que c'est Ryan Reynolds, dit « Wow, est-ce que c'était légal? » Nous avons les messages et nous allons les publier, nous allons nous battre dans le New York Times, mais genre, est-ce qu'on risque d'avoir des ennuis? Et là, ils se sont tous affolés en coulisses et ils se sont dit « Oh mince, il faut qu'on fasse semblant qu'il y a une vraie assignation à comparaître. Sinon, tu viens peut-être juste de voler le téléphone de ton employé. » Et maintenant, on s'apprête à aller voir le New York Times. Alors, ils ont en fait trouvé un avocat pour leur donner des conseils et leur dire comment déposer une fausse plainte, afin qu'ils puissent utiliser cette fausse plainte pour faire croire qu'ils avaient légalement pris le téléphone de Jennifer Abel. D'accord. Donc, ils trouvent une femme et, d'une manière ou d'une autre, ils contactent cette avocate, Samantha Katz. C'est l'idiote qui s'est impliquée dans l'affaire. Elle a vraiment une tête d'idiote, non? Elle a juste l'air d'une idiote. Elle décide de s'impliquer dans ce complot. Voici l'individu inconnu pour lequel elle travaille, Manette, Phelps et Phillips, qui se trouve à New York. Et elle a élaboré avec ses clients le dépôt de cette plainte que personne n'avait pu trouver avant la semaine dernière. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez ça. Le plaignant est Van Zandt Incorporated. C'est une LLC détenue par Blake Reynolds que personne n'aurait pensé à chercher. Nous allons entrer plus dans les détails. Droite? Voici quelques éléments à savoir concernant le procès Van Zandt. Vous regardez juste ici. Aucun défendeur n'est mentionné. Il est simplement indiqué que la plainte en recense dit Jane fait. Ils n'ont donc cité aucun accusé. C'est comme si 10 personnes anonymes avaient porté plainte contre eux. Nous sommes Van Zandt LLC. Le langage utilisé dans toute la plainte est volontairement vague, car ils ne voulaient pas que le public la découvre.
D'accord? Ils ne veulent jamais que cela soit trouvé. Encore une fois, ils essaient de légitimer quelque chose à rebours, qu'ils ont probablement volé. Je vais donc vous lire directement ce faux procès. Il est écrit, il accuse les 10 Jane Doe, je cite. Elles ont participé et pourraient continuer à participer à des actions visant à nuire aux plaignants, notamment en n'agissant pas dans le meilleur intérêt du plaignant, en agissant pour leurs bénéfices personnels au détriment du plaignant, en ne communiquant pas librement avec le plaignant sur des questions ayant un impact sur les affaires et la réputation du plaignant, ainsi qu'en divulguant à des tiers et en ne gardant pas strictement confidentielles les informations confidentielles et ou privées du plaignant. Ce ne sont que des mots comme si Samantha Katz, d'accord, tapait simplement des mots, juste pour pouvoir déposer une plainte qu'il n'avait jamais l'intention de poursuivre, mais simplement d'abandonner. Pour une raison quelconque, peut-être qu'il y a une relation personnelle, elle essaye de rendre service. Steph Jones, Ryan et Blake essaient de légitimer ce téléphone qu'ils ont saisi à Jennifer Abel et avec lequel ils s'apprêtent à faire le buzz dans le New York Times. Et le délai le plus court pour qu'elles puissent intenter ce procès est en fait 1 mois après qu'ils aient déjà saisi le téléphone. Ils ont déposé cette plainte en septembre, fin septembre, le 27 septembre 2024. Cela leur permet alors, pour que vous compreniez bien, de le délivrer. N'importe quel avocat peut alors rédiger une assignation, n'est-ce pas? Pour rappel, voici comment fonctionnent les assignations à comparaître. Je vous rassure, j'ai reçu cette assignation incroyable concernant le procès de Kanye. D'accord, donc quelqu'un a intenté un procès contre Kanye, puis son avocat a rédigé une assignation, et bien sûr, une personne normale ne va pas se plier à une assignation aussi absurde. Donc je ne vais pas m'y conformer. Je vais dire, bonne chance pour trouver un juge qui acceptera ça. Vous n'aurez pas 5 ans de mes relevés téléphoniques simplement parce que vous avez dû regarder The Batman avec Kanye West. C'est-à-dire que je ne vais pas m'y conformer. Voilà. Mais bien sûr, Stéphanie a ensuite essayé de faire croire qu'elle s'y était conformée. Mais tout cela était fait à l'envers. Elle avait déjà pris le téléphone. Et c'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu montrer cette assignation à qui que ce soit. Voilà pourquoi elle agissait de façon étrange, mystérieuse. Il ne répondait pas au procès parce qu'il l'avait caché intentionnellement parce que c'est une mascarade. Passons maintenant à Van Zandt Incorporated, le plaignant qui est mentionné et qu'ils n'ont jamais voulu que nous puissions découvrir. Donc, Van Zandt Incorporated a une adresse qui est indiquée à New York au 888 7th Avenue. Incroyable. J'ai travaillé dans cet immeuble pendant 4 ans. J'ai littéralement travaillé exactement à cet endroit. Je travaillais dans le private equity dans ce même immeuble. Donc, l'adresse indiquée est 888 7th Avenue. Vous pouvez le constater, affirme Blake Reynolds de Van Zandt Incorporated. Elle a été créée dans le Delaware. C'est très typique pour une SARL. Il est indiqué que leur activité principale est le divertissement. Nous avons examiné cela et il semble que ce soit la firme qui travaille pour leur compte. SEML. Skyler, je vais devoir faire des recherches à ce sujet. Je crois que c'est une entreprise du genre ML Company ou quelque chose comme ça. Oui, ML Company. Et vous pouvez constater que leur agent, celui qu'ils ont indiqué ici pour recevoir les notifications au nom de cette SARL, est Eric Binder. Bon, alors, si vous regardez attentivement les documents de Van Zandt Incorporated, c'est là que ça va devenir dingue. La seule opération enregistrée comme ayant été effectuée est la réception de 2 livraisons, des livraisons de meubles et de tissus. Et les portes, d'accord? Il a été envoyé au domicile de Blake et Ryan, dans le comté de Westchester. Maintenant, pourquoi utiliserait-il une SARL pour obtenir celui de Blake? Honnêtement, c'est un peu de l'évasion fiscale, pour être franc, à moins qu'il n'ait un bureau depuis lequel il travaille, ce qui est possible dans leur maison de Westchester, mais bon, ce sont des acteurs et des artistes. Donc, j'aurais du mal à imaginer qu'ils le fassent. Ils font passer ça par une CRL pour un avantage fiscal. Ils font probablement juste des rénovations dans leur maison. Qui sait? Je ne suis pas agent du fisc, mais c'est vraiment une chose stupide à faire. Mais ils font passer ça par leur entreprise. Ils ont reçu des tissus et des portes dans leur maison de Westchester. Fait intéressant, ces tissus et portes ont été expédiés au nom de Molly Caro parce qu'ils ne voulaient probablement pas mettre leur propre nom dessus. D'accord, c'est la seule action commerciale. Si vous consultez les documents de Van Zandt Incorporated, vous verrez que cela a été expédié à Molly Caro au nom de Blake. Alors, qui était Molly Caro? Très important. C'est la responsable des relations publiques qui travaille pour Vision PR. Reprenons notre dossier RP. C'est qui Vision PR? C'est l'agence de relations publiques de Leslie Sloan. Qui sont les clients de Leslie Sloan? Voici notre schéma.
Les clients de Leslie Sloan sont Blake et Ryan. Nous venons donc de relier ces deux agences de relations publiques qui ont toutes deux participé au dépôt de ce faux procès. Molly Caro était la personne qui travaille avec cette LLC, qui travaille avec elle. Les clients, Leslie Slick. C'est une catastrophe pour eux. Depuis, Molly Caro a effacé tous ses réseaux sociaux. Ma grande, si tu regardes et que tu cherches, il est trop tard. Les enquêteurs sont déjà sur le coup. Ils ont tout mis. Il y a les flux Reddit, c'est terminé. Avouez simplement que vous avez commis de graves crimes. Venez simplement, dis-moi simplement, j'ai commis de graves crimes. Je m'appelle Molly Caro et j'ai fait des choses répréhensibles parce que j'étais grisée par le nombre de célébrités et que je ne pensais pas qu'on se ferait prendre. Molly Caro a également un lien intéressant avec Taylor Swift, ce que j'adore car elle y est aussi impliquée. Je n'achète pas du tout cette histoire selon laquelle elle voudrait juste rester discrète et qu'elle et son petit ami se cachent. Non, Taylor Swift est intelligente. Elle sait quand elle s'approche trop près du soleil. Molly Caro est aussi mentionnée comme productrice du clip de Taylor Swift, I Bet You'll Think About Me, la version de Taylor qui a été réalisée par Blake Lively. Et Molly Caro est également mentionnée comme figurante dans le court-métrage All Too Well, qui était l'autre chanson de Taylor Swift, All Too Well, tous deux réalisés par Blake Lively. Il y a donc un lien ici entre tous les acteurs que nous avons vus impliqués et ce procès bidon. Ce ne sont que des faits. D'accord. Affaire classée, mes amis. Nous avons Leslie Sloan PR, Vision PR, ou plutôt son agence de relations publiques, Vision PR, qui collabore avec Stephanie Jones PR. Et ils ont intenté ce procès bidon parce qu'ils se sont dit « Mince, on a pris ce téléphone et on a ces messages, mais il faut qu'on s'assure que tout soit en règle. » Et donc, ils ont fait en sorte que cette femme, Samantha Katz, dépose cette plainte aussi vite que possible. Parce qu'ainsi, ils pouvaient prétendre publiquement que Stephanie Jones ne faisait que se conformer à une assignation à comparaître. Non, tu ne faisais pas que te conformer à l'assignation. Tu as fait quelque chose de mal à ton ancien employé parce que tu es folle. Tu es une personne dérangée, d'accord? Parce que tu penses que tes employés sont des esclaves et qu'ils ne peuvent pas partir. Tu ne me quittes jamais. Je te détruirai si tu t'en vas. Et ensuite, tu t'es entendu avec le New York Times. Et il nous reste encore à découvrir qui exactement. Était ami avec Megan Twohey, mais il ne fait aucun doute que tout cela a commencé en octobre. Tout en faisant semblant d'avoir ces messages parce qu'ils agissaient sous couvert d'une assignation. Alors, regardons simplement cette nouvelle chronologie parce que ce qui est intéressant, c'est que ça m'a fait penser, j'ai d'abord dit, qu'il y avait un angle d'alibi ici. Et ce qui m'a fait penser au départ qu'ils travaillaient sur un alibi et qu'ils essayaient de remonter le temps, ce sont ces textos louches. Vous vous souvenez de ces textos louches? Entre Ryan et Leslie Sloan. Et elle commence en disant « Salut, c'est Les ». Et je me dis « C'est bizarre ». Et puis Ryan fait tout un tas d'efforts pour dire « Ne répondons pas du tout au service de presse, ni n'interagissons. Voici les messages. Ils ont été envoyés le 29 août. D'accord. » Et il fait comme s'il ne répondait pas à propos de cet article qui était sorti sur le beau-frère de Blake Lively. Et puis il écrit ceci. « Merci d'avoir envoyé. » Il dit ça à Leslie Sloan. « Il est impératif que nous restions silencieux sur tout et que nous ne parlions à personne. Comme je l'ai mentionné au Danemark avant la première de Blake, il ne faut parler à personne de ces attaques contre Blake. Je veux juste m'assurer que tu ne l'as pas fait à aucun moment, point d'interrogation. Je trouve ça gentil que Bart ait dit ça, mais la seule chose à faire pour l'instant est de rester silencieux. Et j'ai vu ce message et je vous l'ai présenté. Je crois que c'était en février et j'ai dit « c'est un alibi ». Ils avaient déjà fait quelque chose de très grave et ils essayaient de se couvrir au cas où leur message serait assigné à comparaître. Donc ça, c'est le 29 août. Intégrons cela maintenant à la chronologie pour que vous réalisiez à quel point Ryan et tout le monde sont impliqués là-dedans. Voici donc la nouvelle chronologie. Donc oui, c'est le cas. Jennifer Abel remet sa démission le 10 juillet. Stephanie Jones prend son téléphone le 21 août. Ryan envoie le message d'alibi juste une semaine plus tard, le 29 août. Il dit « Ne parlez pas à la presse ». Non, ils ont donné ça au New York Times. Le 27 septembre, c'est le plus tôt qu'ils ont pu sortir ce faux procès. Donc, c'est arrivé après qu'elle ait pris le téléphone. Le 1er octobre, c'est là que la véritable assignation a été délivrée parce qu'il faut d'abord le procès et ensuite on peut dire « Haha, nous avons une assignation ». Donc, le plus vite que Samantha Katz a pu faire ça, c'était environ 5 jours ou 4 jours après les faits.
Donc, encore une fois, bien après qu'elle ait pris ce téléphone, c'est pourquoi ils ont refusé de nous montrer la véritable assignation et aussi parce que le cabinet d'avocats pourrait avoir de gros ennuis. Le 31 octobre, c'est là que nous avons pu retrouver ces métadonnées du New York Times. Ensuite, il y a le 10 octobre dont nous allons parler. Je viens de vous dire que l'adresse indiquée, l'adresse qui figure sur ces documents sur Van Zandt LLC, est le 888 7e Avenue à New York. Eh bien, devinez quoi? Nous avons aussi découvert que le 10 décembre, Lise Blanc, qui, je vous l'ai dit, Ryan lui proposait très clairement quelque chose en coulisses. Liz Plank dépose des documents pour mettre à jour Liz Plank Productions pour le podcasting le 10 décembre. D'accord. Et maintenant, elle utilise l'agent de Ryan et Blake. Voici l'adresse. Regardez ça. Incroyable. Liz Plank regarde ça. Liz Plank regarde l'adresse de son nouveau manager, 888 7e Avenue, 4e étage. C'est exactement la même adresse que pour Van Zandt Incorporated. Donc, en gros, on a genre les meilleurs instincts du monde. On avait raison sur toute la ligne. Liz Plank savait que ça allait arriver. Elle l'a trahi parce que Ryan lui avait proposé quelque chose en termes de production, en termes de podcast. Exactement la même manœuvre qu'a effectué Colin Hoover. Il leur proposait toutes ces choses à retourner. Et c'est ça le plus fou. Prêt? À propos de Justin Baldoni. J'aurais aimé qu'il y ait un méchant dans cette histoire. J'aimerais que ce soit comme ça. Je ne sais pas. Il faisait tout ça pour s'en prendre à Harry Emmanuel comme deux gros bonnets qui s'affrontaient et devenaient complètement fous. Ils essayaient juste d'écraser un papillon posé sur une fleur. C'est dingue. Ne laisse pas ça passer à la trappe. N'oublie pas, tout ça, c'était pour faire tomber la personne la plus gentille du monde. Ils sont juste là, genre, ouais, je plane sur le pouvoir et je peux faire ça. Et voilà ce qu'on va faire. On va s'entendre avec le New York Times, on va déposer de fausses plaintes, on va obtenir des assignations à comparaître. On va tout écrire ici. Stephanie Jones était vraiment motivée par l'envie de s'en prendre à un ancien employé, ce que je lui accorde un peu plus de crédit. C'est un peu plus rationnel, non? Blake était là, genre, ce ne peut pas être de vraies critiques contre moi. Tout le monde m'aime. Un peu de crédit aussi. Laisse motiver par une pure stupidité. Mais Ryan Reynolds, le mal incarné. Il est tout simplement, il est le meilleur, le méchant de cette histoire, d'accord? Parce que, vous savez, c'est lui qui orchestre tout ça. Il rachète ses parts, Liz. Mon agent vous aidera. 887e Avenue, immeuble de luxe. Oui, eh bien, mon agent vous aidera. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'on s'apprête à déposer cette plainte dans 10 jours parce qu'elle a fait ça le 10 décembre. Donc, ça veut dire que Liz Plank savait que le dépôt CRD allait sortir 10 jours plus tard. Et la veille de la publication du dépôt CRD, ils ont abandonné leur fausse plainte pour ne plus jamais en reparler. Mais maintenant, ça refait surface. Pourquoi? Parce que Stephanie Jones est poursuivie en justice. Et elle s'accroche à ce mensonge selon lequel elle répondait à une assignation à comparaître. Eh bien, en réalité, Stephanie, tu mens. Parce que nous avons la chronologie. Nous savons quand tu as pris son téléphone par rapport au moment où cette assignation a réellement été signée. Et si elle garde cette assignation aussi secrète, c'est parce qu'il y a probablement une relation personnelle entre Samantha Katz et elle. Et elle essaye de protéger ce cabinet d'avocats. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai appelé Noé. Vous savez, Noah est mon avocat, il doit répondre à tous mes appels téléphoniques. Vous savez, il dit toujours « Je ne suis pas partie prenante à ce procès. » Oui, on a compris, Noah, mais je le suis. Alors dites-moi ce qui va se passer, car cela va basculer dans la criminalité. D'accord. Tu ne peux pas voler le téléphone de quelqu'un et ensuite essayer de légitimer ça. Et c'est pour ça que les gens détestent les riches. Je veux être très clair parce qu'ils volent d'une manière différente. Par exemple, si tu es juste une personne pauvre et que tu voles une barre Snickers dans une station-service, tu te fais arrêter. Mais tu vois, Stephanie Jones a genre l'argent et la richesse pour voler. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle doit aller en prison. C'est de la criminalité en col blanc. À mon avis, ils devraient tous passer un peu de temps en prison. Je ne dis pas qu'il faut jeter la clé. Je dis juste qu'ils devraient passer quelques nuits en prison, que quelqu'un vienne payer leur caution et qu'ils fassent la marche de la honte parce que c'est du vol. C'est juste du vol en col blanc. Je fais venir le PDG de l'entreprise pour voler depuis New York et j'ai un agent de sécurité. Et j'ai un avocat à côté de moi. Et je te force à signer ces documents et à me remettre ton téléphone parce que je te mens en disant que je respecte l'assignation à comparaître. C'est une forme de vol et ça me dégoûte. Et c'est pour ça que les gens détestent les riches.
C'est juste trop. Et tout ça à cause de ton ego, ce qui est encore plus fou. Au moins, peut-être, si quelqu'un volait une barre Snickers parce qu'il avait faim, tu n'es qu'une personne riche, folle, dérangée, complètement ivre de pouvoir. Bref, donc je l'appelle comme ça quand je lui demande. Je lui dis, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va bien falloir que des têtes tombent. Et la première chose qu'il a dite, c'est parce qu'il a reconnu un cabinet d'avocats à New York. Et il a dit, c'est un très grand cabinet d'avocats. C'est majeur. Oh, les gens disent que c'est stupide. Tu sais, comme je l'ai dit, c'est débile, Samantha Katz, tu es une idiote. D'accord. Elle est devenue associée et elle a tout risqué pour aider ces gens parce que je ne sais pas, peut-être qu'elle se sentait cool, peut-être qu'elle est allée dîner avec eux, peut-être qu'elle a eu des billets pour Taylor Swift, quelqu'un vérifie son Instagram, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Parce que la plupart des avocats diraient « Non, évidemment, je ne vais pas risquer ma licence ». Donc, il me disait qu'il existe une règle fédérale appelée la règle 11, qui concerne essentiellement les avocats. Si un avocat signe sciemment une plainte bidon, il a des ennuis, parce qu'en signant n'importe quel document, il signifie au tribunal que cette plainte est légitime, qu'elle comporte des arguments juridiques valables. Ce n'est pas frivole, etc. C'est ça. Et la règle fédérale 11 précise aussi quoi? Ces exigences spécifiques concernent la signature, les plaidoiries, et ils peuvent imposer des sanctions. Si un avocat adopte une mauvaise conduite ou agit de mauvaise foi, il peut même perdre sa licence d'avocat. Donc, ça, comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'il le cache, mais les tribunaux prennent cela extrêmement au sérieux parce qu'ils veulent dissuader ce genre de comportement dans la salle d'audience. Et donc, ce qu'il dit, c'est que New York a une règle similaire connue sous le nom de partie 130 où le tribunal peut infliger des sanctions aux avocats ou aux parties pour comportement frivole et c'est pour ça qu'il reste aussi discret à ce sujet. Concernant Jennifer Abel, eh bien, je vais vous dire ce qu'elle peut faire. Elle peut désormais emprunter la voie pénale si elle le souhaite. Son téléphone lui a effectivement été volé par son employeur sous couvert de légitimité, dans un État qui ne plaisante pas du tout avec ça d'ailleurs. La Californie dispose de lois très strictes en matière de protection de la vie privée des consommateurs qui protègent les employés. Votre employeur ne peut pas simplement fouiller dans votre téléphone et prendre des choses parce qu'il en a envie. Et j'entends dire qu'elle envisage de prendre cette voie juridique et j'espère qu'elle le fera. J'ai juste besoin que quelqu'un aille en prison. Vraiment. Et voici ce que je dirais pour conclure. Si tout le monde s'était arrangé quand je leur ai dit de le faire, ce qui n'aurait tout simplement pas pu arriver. Parce que tout le monde ici est un narcissique, personne ne se retrouverait dans cette situation, mais personne ne m'écoute jamais. Aussi, je dois vraiment vous dire quelque chose rapidement avant qu'on passe au sponsor. Quelqu'un m'a aussi fait remarquer depuis combien de temps Ryan est un cinglé. Vous vous souvenez, je vous ai lu cet email envoyé par son professeur qui disait qu'il avait de très sérieux problèmes quand il était jeune. Et il a parlé du fait qu'il s'est fait virer de ce cours de théâtre et qu'il faisait semblant de pleurer et faisait toutes sortes de choses dérangées. Eh bien, quelqu'un a aussi découvert que Ryan avait incendié son école et s'en était vanté des années plus tard parce qu'il était dans cette euphorie où tout le monde pensait que Ryan était génial et aucun de nous n'a remarqué qu'il était un psychopathe. Et c'est un véritable article qui a été publié dans l'Arizona Daily Star. Il est écrit « Ryan Reynolds est drôle même quand il est sérieux ». Et il raconte l'histoire de lui en train de réfléchir au fait que, tout d'abord, il avait échoué à un cours de théâtre au lycée parce qu'il séchait les cours. Et il gérait tous ses drames personnels. Je suppose que cela a un lien avec son père, car nous avons déjà confirmé qu'il avait beaucoup de problèmes avec son père. Mais il a dit qu'il avait vraiment mis le feu à un arbre. C'est Ryan lui-même qui le dit. Il admet avoir mis le feu à un arbre, ce qui a entraîné l'incendie du bâtiment. Et il a dit « Personne n'a découvert que c'était moi. Et je pense que le délai de prescription est dépassé. Et j'espère juste que, tu sais, je ne découvrirai pas plus tard qu'un pauvre type a fait de la prison pour ça. » Ce n'est pas un comportement normal, c'est tout ce que je dirais. Je te le dis, ce professeur avait totalement raison. Il a dit qu'il montrait déjà des signes, quand il était jeune, qu'il était un vrai sociopathe. Et je pense qu'il ment tout le temps sur tout et qu'il cherche à détruire les gens et les choses. Je devrais m'inquiéter, mais ce n'est pas le cas parce que je le vois clair comme de l'eau de roche. Je pense que tous ces gens sont des losers absolus. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Bref, les amis, passons à un peu de publicité. Vous savez, j'adore vraiment Preborn. Nous vivons dans une société qui dit aux femmes que la maternité est un fardeau, que choisir la vie signifie la fin de leur liberté, et c'est totalement faux. Croyez-moi sur parole, d'accord? Je suis enceinte en permanence.
Preborn est la plus grande organisation pro-vie du pays qui défend la vérité. Ils croient que les femmes méritent mieux que l'avortement et ils le prouvent chaque jour. Grâce à des échographies gratuites et à un accompagnement jusqu'à 2 ans après la naissance, Preborn aide les femmes à prendre conscience de leurs forces, de leurs valeurs et de leur avenir. Quand une femme voit son bébé à l'échographie pour la première fois, elle a 2 fois plus de chances de choisir la vie. Pas parce que quelqu'un l'y a forcé, mais parce qu'elle peut simplement voir la vérité par elle-même. Vous entendez les battements du cœur. Il s'agit de donner aux femmes le pouvoir de prendre des décisions éclairées et de leur montrer qu'elles ne sont pas seules. Pour soutenir cette organisation, composez le dièse 250 et dites bébé, dièse 250 bébé, ou faites un don en toute sécurité sur preborn.com. /Candice. C'est preborn.com /Candice. Et aussi, si vous êtes en train de prendre du volume comme moi, ou si vous êtes simplement quelqu'un qui accorde de l'importance au sommeil en général, alors vous devez absolument entendre parler de Cozy Earth. C'est une autre de mes entreprises préférées. J'ai récemment commencé à utiliser les draps Cozy Earth et je n'ai jamais aussi bien dormi. Il est vraiment important de s'assurer que vous bénéficiez d'un bon repos, de nuits confortables, surtout quand vous êtes enceinte de 9 mois. Ces draps sont incroyables. C'est comme dormir sur un nuage. Leur tissu de bambou ultra doux et respirant me garde au frais ou au chaud selon la nuit. Cozy Earth, ce n'est pas seulement du linge de lit, ils ont aussi des pyjamas. Ils sont très doux, comme du beurre, et ne collent pas à la peau si vous avez trop chaud. C'est le genre de luxe dont on ne se rend pas compte qu'on en a besoin, surtout en ce moment. En plus, Cozy Earth mise tout sur la qualité. Vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans et d'un essai de 100 nuits. Donc, si jamais vous ne tombez pas amoureux, même si ce sera le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tout simplement les renvoyer. Faites du sommeil une priorité dès maintenant. Rendez-vous sur cozyearth.com et utilisez mon code exclusif Candice pour bénéficier de 40% de réduction sur les draps, serviettes, pyjamas et bien plus encore. Best-seller de Cozy Earth. Encore une fois, c'est cozyearth.com, code Candice. Et si vous recevez une enquête après achat, assurez-vous de leur dire que vous en avez entendu parler ici, dans cette émission. Très bien. Set of a compte. Je vous l'avais dit, c'est du latin. Le siège est vacant. De quoi parlons-nous? Évidemment, à moins d'avoir vécu sous une pierre, vous avez entendu la nouvelle que le pape François est décédé. Et le timing de cela, vous savez, c'est le lundi de Pâques. Et évidemment, il y a beaucoup de réactions partout sur Internet. Je vais vous donner les faits. Il est décédé à l'âge de 88 ans. Évidemment, nous savions que le pape François était malade. Il a été le premier pape latino-américain de l'histoire. Il est décédé ce matin même. Les cloches ont sonné dans les églises de son Argentine natale. C'est de là qu'il venait, jusqu'aux Philippines, partout à Rome. Et il a été rapporté qu'il est décédé à 7h35 du matin. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'émotions à ce sujet, beaucoup de gens qui commentent, et voici la réalité, voici ce qu'on m'a dit. Je me sens mal préparée pour parler de ce sujet. Et il y a beaucoup d'opinions, évidemment des opinions allant du plus libéral au plus conservateur, des gens qui étaient heureux de ce qu'il a fait, d'autres qui étaient déçus. Quand j'étudiais pour devenir catholique, j'avais ces 2 prêtres anglais grincheux qui me faisaient la leçon tout le temps. L'une des choses qu'ils disaient, c'est que, vous savez, dans la famille catholique, il doit toujours y avoir un fond de révérence. Évidemment, c'est du pape dont nous parlons. Et donc, il faut s'assurer de parler des choses avec respect. Et j'ai compris cela comme, vous savez, dans votre famille, parfois quand vous vous plaignez de quelque chose comme de votre, je ne sais pas, votre sœur, votre cousin. Ma sœur me rend folle avec ça. Mais ensuite, si tes amis s'y mettent aussi et disent, ta sœur est comme si, tu réagis, ne parle pas de ma sœur comme ça. Vous voyez, je pense que c'est l'une de ces situations où les gens devraient comprendre que le pape, c'est du pape dont on parle et que c'est une fonction qui doit être respectée. Et nous regardons vers l'avenir, nous prions pour lui, nous prions évidemment pour son âme. Et il y a eu tellement de choses extraordinaires, d'ailleurs, qui se sont passées cette année. Et alors que nous sortons de la saison de carême et qu'il est ressuscité, je ne peux pas assez insister là-dessus. À quel point l'Église grandit, l'Église catholique est en pleine croissance. Et je parle de partout en Europe. Il semble qu'il y ait presque un mouvement réactionnaire qui est en train de se produire. Et il est rapporté dans les médias traditionnels partout que les gens sont attirés spécifiquement par la liturgie latine, ce qui est, vous savez, quelque chose qu'il l'avait considérablement réduite lorsqu'il était pape. Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Les gens sont attirés vers l'Église latine.
Et à peine avais-je dit cela sur Twitter ou sur X, peu importe comment on l'appelle, que le New York Post a publié tout un article à ce sujet, expliquant que partout dans la ceinture sud, on observe, et c'est le titre de l'article, que les jeunes se convertissent massivement au catholicisme, poussés par la pandémie, Internet et le manque d'alternatives convaincantes. Et c'est vraiment un article qui mérite d'être lu. Si vous avez le temps, vous pouvez aller le chercher. Ils ont simplement interrogé 4 personnes différentes qui étaient en train d'être confirmées ou des personnes qui s'étaient détournées du protestantisme et leur ont demandé ce qui les attirait. L'article souligne qu'au sein de certains diocèses, comme à Fort Worth, il y a eu une augmentation de 75%. Nous constatons exactement la même chose à Nashville. Nous remarquons que la génération Z, en général, semble adopter un mode de vie plus traditionnel, que l'on parle de leur intérêt à se marier plus jeune, de leur grande attention à ce qu'ils mangent ou de leur intérêt pour l'agriculture. Le fait que Ballerina Farm soit un compte aussi populaire sur Instagram et qu'en réalité, ce qu'elle propose, c'est un mode de vie traditionnel. Les membres de la génération Z s'en éloignent clairement. Et avoir autant de nouveaux convertis est une bénédiction. Et voir cette orientation et ce qui y contribue, je pense, et c'est encore une fois mon opinion, n'hésitez pas à la rejeter, c'est que nous réalisons à un niveau spirituel que nous avons besoin d'autorité. Et je pense que la génération des années 60, c'était surtout « faisons juste ce qu'on veut ». Vous savez, mon grand-père disait toujours que les hippies avaient tout gâché. Et je pense que le terrain était propice quand on voulait moins de structure. Ou je crois que ce que quelqu'un m'a dit, et c'était peut-être mon prêtre dont je vous parle, mon prêtre anglais grincheux, qui a dit, vous savez, le protestantisme était la protestation originelle, n'est-ce pas? C'était la première protestation contre l'autorité. Vous pouvez être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. J'aimerais avoir votre avis, car je sais qu'il y a beaucoup de protestants qui écoutent, mais j'ai trouvé cela intéressant d'y penser en profondeur. Et j'étais protestant, évidemment, quand j'ai entendu ces paroles. Je n'y avais pensé. Je n'avais réfléchi au mot « protester » dans ce contexte. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que les fruits de ces graines, pour ainsi dire, les gens regardent autour d'eux et se disent que les choses semblent tout simplement hors de contrôle. Elles semblent tout simplement hors de contrôle. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin d'autorité et j'ai besoin de structure. Et je me rends compte que, même en tant que parent, les enfants, eux aussi, ont besoin d'autorité. Les enfants ont besoin de structure. J'ai besoin d'autorité, j'ai besoin de structure. J'ai besoin de routine. Et donc, quand je vois tous ces articles apparaître sur des gens qui ne sont pas seulement attirés par la foi catholique, mais aussi par la messe en latin, c'est comme ça que je le comprends. Et comme je l'ai dit, je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis là-dessus et de savoir si vous pensez que c'est une bonne chose ou non. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'Amérique en a besoin? Plus de catholicisme? Ou si vous êtes contre, si vous êtes comme j'étais il y a 2 ans, je ne peux pas vous juger parce que j'étais littéralement protestante. Et vous pensez que nous, les catholiques, nous adorons Marie. J'ai dit toutes ces choses, donc je ne peux pas vous critiquer. Chacun doit trouver sa propre voie et se poser ses propres questions. Mais je peux vous assurer que nous n'adorons absolument pas Marie. C'était aussi l'une des choses que je pensais. Et puis, j'ai réalisé que je ne savais même pas d'où je tenais ça, parce qu'en réalité, je ne connaissais rien au catholicisme. Et maintenant, j'ai envie d'en apprendre plus. Je vais changer de sujet maintenant parce que je veux vous parler de Rosie. Je veux dire, Rosie, écoute-moi, Rosanne, on en a déjà parlé et j'en ai parlé avec légèreté. Parce qu'en ce moment, je suis un peu perdue face aux arguments sionistes. Et il semble qu'il soit passé de la volonté de présenter des arguments à simplement affirmer « nous sommes une autorité ». Quiconque n'est pas d'accord ici, tu es un idiot, tu es stupide, tu es gros et moche. J'ai l'impression que c'est un peu là où on en est avec le sionisme aujourd'hui. Je pense qu'ils sont assez choqués et en colère d'avoir, d'une certaine manière, perdu le contrôle du débat, alors qu'ils avaient tout en leur faveur, c'est-à-dire l'argent, les médias traditionnels, les influenceurs. Il n'y avait aucune chance qu'ils puissent perdre le débat sur Israël. Tu sais, ils avaient la main mise sur TikTok ici. Et pourtant, quelque chose d'autre est en train d'émerger. À cause de Joe Rogan, Ian Carroll et Candace Owens qui se contentent de parler aux gens et de les écouter. Et nous revoilà donc dans ce rythme. On a l'impression de revivre la COVID, de se faire sermonner par des gens incapables de présenter un argument moral et qui, au lieu de cela, se mettent en colère. Et personne n'était plus en colère que Rosanne lorsqu'elle a dit qu'elle allait me démolir. Je ne sais pas si nous avons encore cet extrait. Avons-nous cela? Reprenons ce qu'elle a dit. Que pense-t-elle de Candace Owens? Monstre. Si je vois cette salope, je vais la défoncer. C'est une islamiste.
Tout ce qu'elle dit est tiré directement de là. En fin de compte, tout se résume à ceci. Elle accepte l'argent qatari. Bonjour, il n'y a rien d'autre. D'où pensez-vous que cela vient? Parce qu'elle l'était avant. Elle est payée par des Juifs. Elle interprétait donc ce numéro. Mais je pense que lorsqu'elle a été virée pour avoir été antisémite, et elle l'est à tous les niveaux, et depuis le Moyen Âge, avec ses conneries de calomnie du sang. Oui, c'est comme, je ne sais pas. Elle ne me fait pas d'effet, ça ne m'excite pas. Je ne ressens tout simplement pas de colère quand j'entends ça parce que pour moi, c'est tout ce qu'ils disent. Tu prends l'argent du Qatar. D'accord, ce n'est pas vrai. Alors, on va continuer à mentir et à dire « Allez vous faire foutre ». Et la personne assise en face d'elle a tweeté la vidéo en écrivant « Va te faire foutre, Candace ». OK, allez vous faire foutre. Tellement cool. Ce sont, je ne sais pas, des collégiens qui testent des gros mots. Ce n'est pas une dispute. Cela prouve que nous avons gagné, ne serait-ce que par le fait de parler humainement des enfants tués dans des explosions à Gaza. C'est aussi simple que ça, et nous sommes heureux de le faire. Bref, évidemment, on n'a pas vraiment répondu à part dire « OK ». Et puis, je vous ai montré ça. Elle s'est ensuite excusée en privé. Et elle a ensuite écrit ceci sur Twitter. Je crois que c'était vendredi soir. Elle a dit « Ce n'est pas faux de s'excuser. Je me suis senti mal d'avoir menacé de violence, pas d'avoir été blessée par tes paroles. Mais puisque nous sommes maintenant en public, laissez-moi partager le reste du message privé que vous avez omis, ce qui est un peu hypocrite de laisser de côté tout le message. Donc, je voulais juste vous montrer, je ne sais pas quelle était son intention ici, à essayer de faire croire que nous avions intentionnellement coupé son message. Ce n'est pas le cas. En fait, nous n'avions même pas prévu de parler d'elle, et je vais vous montrer mon message à mon producteur. Nous faisons cette émission à 15 heures, en direct tous les jours. Nous avons pris la décision de parler de Rosie à 14h38 et je lui ai envoyé, je pensais lui avoir envoyé 2 captures d'écran. Je lui ai envoyé la première, mais pas la seconde. Donc, ça n'a même pas d'importance. La deuxième partie de son message privé ne change rien au fait qu'elle s'est excusée auprès de moi. Mais elle a ensuite partagé l'intégralité de sa conversation privée, qui se termine simplement par le fait qu'elle dit que ses enfants ont peur à cause de l'environnement. Voici le message technique que je lui ai envoyé. Vous pouvez littéralement regarder l'heure ici. Je ne peux pas, je crois. 14h21. Oui, tout en haut, jeudi, 14h21. Nous serons en direct à 3h. Décision de dernière minute pour couvrir l'événement. Rosanne, personne ne complotait. Nous ne complotons pas. On fait juste l'émission. Et de toute façon, je suppose que c'était sa réponse. Genre, tu as coupé à la fin de mes excuses où je disais que mes enfants avaient peur. C'est hors de propos parce que tes enfants ont genre 40 ans. Je ne comprends même pas. Et, tu sais, elle exprime qu'elle a très peur. Et c'est un peu la rhétorique à laquelle ils reviennent sans cesse. Tu sais, c'est une période très effrayante pour être juif en Amérique. Eh bien, c'est aussi une période vraiment effrayante pour être un enfant ou une mère en ce moment à Gaza. Alors, de quoi as-tu peur? Des mots, une conversation, un débat. Eux, ils reçoivent des bombes sur la tête. Bref, voici le reste complet de son message, la deuxième partie qui a été coupée, juste pour qu'elle sache que ce n'était pas intentionnel de notre part. C'est complètement hors de propos. Elle a dit « Tu veux passer à la deuxième page? J'ai accidentellement coupé. » Je suis très bouleversée par tes commentaires. Je l'admets. Je ne vais pas faire semblant du contraire. Mais de femme à femme, toute cette histoire, c'est vraiment quelque chose que 2 sacrées femmes courageuses devraient affronter ensemble un jour pour essayer de trouver une solution pour tout notre peuple, notre parti ou peu importe ce que nous sommes. Je prie pour toi et pour ta dernière bénédiction que ton accouchement se passe parfaitement. Mes enfants et mes petits-enfants, c'est à eux que je pense tout le temps et c'est pour ça que j'ai si peur pour eux. Je peux voir le monde entier se dresser contre eux. Ce sont juste des gamins juifs un peu ringards qui ne comprennent pas ce qui se passe. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde à cause des critiques constantes contre Israël à l'échelle mondiale. Nous commençons tous à avoir peur, je crains, pour leur sécurité. Les enfants ne vivent pas en Israël. Je ne comprends même pas cet argument. Bref, comme je l'ai dit, c'est tout simplement hors de propos. Elle parle simplement du fait que sa famille a peur parce que les gens ne soutiennent pas Israël. Et nous n'avions certainement pas l'intention de couper ça à Rosie. Donc les gens peuvent aller creuser ça s'ils le souhaitent. J'ai accepté ses excuses parce que pourquoi ne pas les accepter? Comme je l'ai dit, rien de tout cela ne me dérange. Je ne pense pas que ça aide leur argument d'être en colère et de menacer de casser la figure aux gens.
Et je vais continuer à dire ce que j'ai à dire sur la nation d'Israël et Bibi Netanyahou. Je me sens complètement, vous savez, résignée au fait que je me tiens du côté de la moralité. Et on n'a pas le droit de faire exploser des enfants tout en disant qu'on a peur si les gens ne soutiennent pas qu'on fasse exploser des enfants parce que, genre, des enfants de 40 ans ont peur. Je ne suis pas obligée de soutenir Israël. Et au fait, en liant cela à, vous savez, je me demanderais comment les confessions protestantes, celles qui sont très attachées à Israël en tant qu'État, si cela avait aussi quelque chose à voir politiquement, avec des gens qui disent « Ah, je ne sais pas, vous savez, penser que je dois, vous savez, on accuse les catholiques d'adorer Marie. Est-ce qu'on adore Bibi Netanyahou? » On doit juste dire que tout cela est acceptable. Je me demande si certaines personnes, en plus d'autres raisons, n'ont pas perçu une certaine hypocrisie à être si pro-vie, mais à refuser de voir la quantité de morts qui se produisent ici ou à continuer de la justifier. Cela devrait être une discussion continue, ce serait intéressant à observer, je pense. J'aimerais par exemple avoir une discussion avec des protestants et des catholiques et observer les tendances pour voir si elles se produisent ou non. S'il y a la moindre corrélation. Bref, avant de passer à certains de vos commentaires, je vais d'abord vous parler de Jacked Up Fitness, parce qu'il y a une révolution du fitness qui se produit en Amérique et que partout, les gens font à nouveau du fitness une priorité. J'ai hâte de pouvoir soulever à nouveau la quantité de poids que je pouvais soulever avant. C'est pourquoi je suis ravie de collaborer avec eux. Jacked Up Fitness, leur produit phare, le Jacked Up Power Rack Pro, possède tout ce dont vous avez besoin pour un entraînement complet du corps à la maison. Le système de poulies croisées, les piles de poids intégrées de 200 livres et une Smith Machine vous permettant de faire des centaines d'exercices. En gros, tout ce que vous pouvez faire à la salle, vous pouvez désormais le faire chez vous. Et maintenant, ma famille va avoir notre propre Power Rack Pro. Nous sommes tellement ravis d'avoir cette incroyable salle de sport tout en un à la maison. Georges et moi avons hâte de nous y mettre. Si vous débutez dans la musculation, leur programme Get Jacked Up propose des entraînements vidéo complets dirigés par des coachs célèbres comme Kim Leon et Clark Bartram. Vous avez littéralement juste à appuyer sur Play du début à la fin. Allez sur getjackedup.com et inscrivez-vous pour accéder gratuitement au programme dès maintenant. Et quand vous serez prêt à commander, vous pourrez acheter votre propre Power Rack Pro. Vous économiserez 10% si vous utilisez mon code promo Candace. Encore une fois, rendez-vous simplement sur getjackedup.com pour commencer dès aujourd'hui. Aussi, comme toujours, je vous rappelle American Financing, car avec tout ce qui se passe dans l'économie, on a l'impression que nous marchons tous sur un terrain instable. Les prix sont élevés. On dirait que rien n'est abordable en ce moment. C'est tellement difficile que de nombreuses personnes comptent constamment sur leur carte de crédit. Eh bien, la dette de carte de crédit explose et cela stresse beaucoup de gens. Si vous êtes propriétaire, vous n'avez pas à affronter cette incertitude seul. American Financing peut vous aider. Ils peuvent vous aider à accéder à la valeur nette de votre maison pour rembourser cette dette de carte de crédit à taux élevé, vous apportant tranquillité d'esprit et économie réelle. En moyenne, les gens économisent 800 $ par mois. C'est beaucoup d'argent. En plus, ils peuvent finaliser votre prêt en seulement 10 jours. Alors ne laissez pas le chaos de cette économie prendre le dessus sur vous. Appelez American Financing dès maintenant. Cela ne coûte rien de commencer. Vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires, ce qui vous offrirait une marge de manœuvre en cette période d'incertitude. Appelez le 800-795-I-210 ou visitez americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Très bien. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui dans la section des commentaires? Soyez gentils. Des discussions très intéressantes aujourd'hui. 1984 Truth Speak, c'est un super nom. Écrit pauvre Blake Lively. Elle est sous la loupe de Candace Owens. Ça doit être pire qu'un contrôle fiscal. Je vais auditer la vie de quelqu'un. S'ils font de mauvaises choses, c'est mon truc. Je ne m'en prends pas juste à des gens sympas, n'est-ce pas? Je n'aime tout simplement pas les harceleurs et je déteste les harceleurs en col blanc. C'est comme ça qu'on les appelle, les harceleurs en col blanc, parce qu'ils ont l'argent pour intimider les gens, appeler des avocats et tout ça. Et cette mise à jour est dingue. Je veux dire, c'est juste fou que Stephanie Jones se dise « Je peux faire des choses qui pourraient être criminelles parce que j'ai les contacts pour le faire ». C'est comme ça que je l'ai compris. La personne suivante écrit « Messe latine traditionnelle à fond. Je t'adore, ma belle ». Oui, Maya. Prêtre anglais grincheux, je me suis dit, est-ce que je devrais commencer à aller à la messe en anglais jusqu'à ce que je comprenne? Et il m'a dit, non, commence directement avec le latin. Et c'était beaucoup. Mais tu sais ce que j'ai à dire là-dessus? C'était aussi vraiment agréable de se sentir à nouveau mal à l'aise.
J'ai l'impression qu'en vieillissant, on n'a plus envie de se challenger, ni d'être mal à l'aise, ni de ressentir cette impression du premier jour d'école. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'était comme le premier jour de maternelle. Quand tu entres dans une messe en latin, c'est très impressionnant. Tout le monde parle latin et je ne savais même pas comment utiliser le missel parce que ce n'est pas dans l'ordre. Il faut tourner les pages. Je ne savais rien du tout. Le missel, là. Le missel, en fait, c'est que tu as les prières et les lectures, l'épître en anglais et aussi en latin, mais il faut aller en avant et en arrière. Et je n'avais tout simplement pas envie de passer par là. Et puis, une fois que j'ai commencé à le faire, je me suis dit, en fait, c'est agréable de ne pas savoir quelque chose et d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ensuite, tu te sens tellement bien à mesure que tu deviens de plus en plus familier. Alors, je veux t'encourager à ne pas t'empêcher de faire quelque chose simplement parce que tu vas être mal à l'aise. C'est normal d'avoir le trac le premier jour d'école. Et comme je l'ai dit, 1 an plus tard, mon baptême a en fait eu lieu il y a presque 1 an jour pour jour. C'était le 15 avril de l'année dernière. J'ai l'impression d'en savoir beaucoup plus et de ne rien savoir en même temps, mais j'en sais beaucoup plus et je ne suis plus mal à l'aise. Zachary Bendixson écrit « J'ai passé toute ma vie, j'ai 45 ans, à soutenir Israël. Je pense que c'est dû au gouvernement, à l'éducation et aux médias traditionnels même. C'est pour cette raison que je soutiens Israël sans hésitation. » Il écrit « Cette guerre récente, ce massacre de femmes et d'enfants a changé la donne grâce à des gens comme vous, Yann, Dave Finkelstein, Tucker, etc. » Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont si en colère. Ils sont en colère que le bon sens l'emporte. Je ne suis pas là pour vous faire de la propagande. Je ne suis financé par aucun camp dans cette guerre. Je fais simplement preuve de moralité et de principe, et les personnes qui sont morales et ont des principes réagissent à cela et se demandent pourquoi avons-nous soutenu cette nation. Et il est tout à fait vrai de dire que l'éducation gouvernementale a joué un rôle là-dedans, et les médias traditionnels, et j'ajouterais aussi Hollywood, vous savez, où l'on a eu l'impression qu'il y avait tellement de films sur l'Holocauste. Et donc, dès que quelqu'un dit, par exemple, « Oh, vous savez, le 7 octobre est arrivé », nous avons cette réaction instinctive de « D'accord, eh bien, nous ne pouvons jamais permettre que cela se reproduise tant que nous sommes les adultes. » Et puis, je pense que les choses sont allées beaucoup trop loin. Et beaucoup d'entre nous se sont dit « D'accord, cela se produit maintenant, mais ce n'est pas aux Israéliens que cela arrive. Cela arrive aux Gazaouis. Et nous permettons que cela se reproduise sous notre surveillance. Nous n'avons jamais imaginé un scénario où cela serait exécuté par le camp israélien. C'est du moins ce que je ressens. Je ne veux pas parler en ton nom. » Angela Lemos écrit « En parlant de garces trompeuses, Blake, aide-nous à prier. Parce que dans ma région, un gang a attrapé un officier dans le but de lui faire du mal. Ils ont volé mon identité pour le faire. Comme je soutiens la police, cela s'est passé à San José, dans une zone proche d'une église. » Je ne suis pas sûre de bien comprendre ce commentaire. Donc, désolé si j'ai mal lu ou mal interprété cela. Zachary, désolé, Abba écrit « Without a Crystal Ball a découvert l'assignation. Le Daily Mail l'a publié sans créditer après. Continuez votre bon travail. Les gens disent que cette Mommy Sleuth qui s'appelle Without a Crystal Ball, le producteur nous donne un peu de contexte ici. Without a Crystal Ball est celle qui a découvert l'assignation. Le Daily Mail l'a publié sans créditer après. Continuez votre bon travail. Merci. Le Daily Mail fait ça tout le temps. Donc, dès que j'ai vu que le Daily Mail l'avait, j'aurais dû savoir qu'il l'avait pris à quelqu'un d'autre. Il ne crédite jamais. Et c'est vraiment nul. Alors, donnez simplement le crédit à Without a Crystal Ball. Félicitations à Without a Crystal Ball pour cette découverte. C'était fou. Ce n'est pas l'assignation, mais le procès Van Zandt. Nous n'avons toujours pas d'assignation. Stephanie Jones garde ça bien secret. C'est parce qu'ils peuvent ensuite s'en prendre au cabinet d'avocats. Et ils lui ont rendu un énorme service à elle ou à Ryan ou à Blake, un énorme service, ce qui nous permettra probablement d'enquêter et de découvrir quelle est cette relation, parce que c'est vraiment absurde pour un cabinet d'avocats de tout risquer, surtout un qui a une si grande réputation. Madison écrit « Peux-tu faire un épisode et expliquer en détail pourquoi tu t'es converti au catholicisme? Je me souviens de ma grand-mère très irlandaise qui priait Marie. Je suis protestant. Qu'est-ce que je rate? Je pense que c'est un bon point de départ pour toi. Je n'ai jamais l'impression, parce que je ne suis qu'à 1 an de mon parcours, d'avoir le bagage éducatif et théologique pour le faire. Mon mari, lui, là, il était littéralement protestant. Il a été anglican toute sa vie, très pratiquant, jusqu'à ce qu'il étudie la théologie à Oxford. Et là, il a été attiré par la foi catholique. Il y a un dicton, une expression qui dit que devenir étudiant en histoire, c'est devenir catholique. Et je peux te dire que je comprends cela.
Plus je me suis penchée sur l'histoire, plus je me suis dit « Wow, l'Amérique est très récente et il y a beaucoup de choses que nous manquons ici. » Et je me sentais vraiment attirée et honnêtement, j'hésitais entre devenir orthodoxe ou catholique. J'ai dû m'asseoir avec mes prêtres grincheux. Et je leur ai dit « Pourquoi ne devrais-je pas devenir orthodoxe? » J'étais vraiment indécise, mais je savais que j'en avais fini avec le protestantisme. Mais c'était un excellent débat, en fait. Mon mari a eu un débat avec Ali Stuckey qui est adorable. J'aime vraiment beaucoup Ali. Je ne suis pas d'accord avec elle sur beaucoup de points. Mais c'est vraiment une personne très gentille et elle a toujours été très respectueuse. Même si nous avons des désaccords, c'est une bonne personne. Et ça a été un tournant pour moi. Et je me souviens de leur débat. Vous pouvez encore trouver cela sur YouTube. Je pense que vous pourriez le trouver sur YouTube, j'espère. Daily Wire l'a peut-être supprimé, mais vous devriez pouvoir le trouver sinon sur YouTube, vous devriez pouvoir le trouver sur Grindr. Je crois que ma chaîne Daily Wire est toujours disponible sur Rumble. Donc, si vous allez sur rumble.com pour écouter cette conversation, ça m'a vraiment fait penser qu'il y avait un peu plus d'histoire ici. Et je dirais qu'après cette conversation, je suis juste devenue curieuse du catholicisme. Il y a beaucoup d'éléments et je peux en parler vaguement, mais je ne me sens pas prête pour l'instant, si cela a du sens. Je sais que j'ai l'air d'un enfant, mais je me sens encore vraiment comme un enfant. J'en suis à l'école primaire en ce qui concerne la foi catholique. Et à cause de qui je suis, les gens ne sont pas habitués à ce côté de moi. Ils sont prêts à débattre chaque point et je n'en suis pas là. Je n'en suis tout simplement pas encore là. Je suis toute nouvelle, mais je sais que je suis chez moi. Je sais vraiment ce qui n'allait pas dans mes points de vue précédents, que je pense était en réalité plus politique que spirituel. Fahad écrit « Chrissy King est pris pour cible, tout comme Allah l'a été après le 11 septembre. C'est quelque chose à méditer. Quelles sont tes réflexions sur ce schéma? » Mon avis sur tout le débat autour de Crisis King, c'est qu'ils ont perdu la bataille. Donc, j'espère que l'année prochaine, tout le monde laissera tomber et permettra simplement aux gens de dire Crisis King sans essayer de faire semblant. C'est comme, tu sais, une théorie du complot. Ça ne disparaîtra jamais. Et d'ailleurs, je vais ajouter ceci, juste pour compléter la discussion que nous venons d'avoir. J'ai été très surpris de voir combien de protestants étaient prêts à adhérer au récit du Christ est roi. L'extrême droite, tous. Et ils écrivaient des choses du genre « Oh, ça peut parfois être offensant ». Les orthodoxes et les catholiques, eux, disaient « Non, au revoir ». Nous disons « Christ, tu ne vas pas me dire quoi faire ». Ce n'est pas un mot. La façon dont ils défendent leur foi et ne laissent-ils pas la politique s'en emparer ou les gens essayer de les piéger d'une certaine manière. Ça m'a montré qu'il y avait là une structure et une autorité qui ne consistait pas à se plier à l'ère du temps, ce que je trouve très admirable. Laura écrit « Je crois que j'ai peut-être trouvé le vrai Walter Pasternak. J'ai tout envoyé à votre adresse email pour les informations. » Merci. C'est une excellente façon de conclure cet épisode, car je ne vous ai pas non plus dit cela. Le fils du Pasternak original, Joe Pasternak, quelqu'un qui le connaît très bien, nous a contactés et nous a donné des informations sur la famille Pasternak. Notamment, il a dit qu'il y avait une Lucy Pasternak, mais qu'elle n'était pas dans l'Holocauste, que Harlan n'est pas un parent officiel, et aussi qu'ils ont peut-être eu une sœur, comme Emperor Roscoe, qui était le fils de Joe Pasternak. Il disait « On avait peut-être une sœur. » Mais à cette époque-là, on ne parlait pas de ces choses-là, donc quand papa s'absentait et mettait peut-être quelqu'un d'autre enceinte, on n'en parlait pas. Ce que j'ai d'ailleurs tendance à croire. Donc oui, comme je l'ai dit, toutes ces personnes, Harley Pasternak, tout le monde est très enthousiaste à l'idée que j'aille avoir ce bébé parce que je ne lâche rien. Mais je vais revenir, donc vous ne pourrez pas vous débarrasser de moi pour toujours. Mais vous pouvez profiter d'une petite pause, je suppose. Sinon, si vous voulez soutenir notre émission, rendez-vous sur le site web. Il y a énormément de contenu que vous pouvez y trouver. La série sur les vaccins est incontournable pour les parents. Attendez de voir quand nous aborderons la série sur la contraception. Je n'autoriserai jamais ma fille à prendre la pilule après ce que j'ai appris sur l'histoire de la contraception. Big Pharma est une entité maléfique et satanique créée pour nous rendre malades. C'est ma théorie du complot du jour et je m'y tiens. Mais oui, inscrivez-vous pour soutenir l'émission. Vous pouvez aussi acheter des articles. Vous pouvez aller sur clubcandace.com ou simplement sur candaceowens.com. C'est une façon très simple de soutenir le travail que nous faisons. À part ça, on se retrouve demain